Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre notre présentation des indicateurs de concentration. Après avoir vu le coefficient de concentration, dans cette vidéo, on va s'attarder à présenter la courbe de Lorentz ainsi que l'indice de concentration qui en découle, à savoir l'indice de Gini. Mais avant de commencer, je dois faire deux précisions, deux éclaircissements concernant ce qu'on a vu la dernière fois. La première rectification, le premier éclaircissement concerne les bornes de classe. Ici, on a la classe J avec la borne xj plus 1. En fait, et pour éviter toute confusion, je vais changer les notations de xj plus 1 par mettre xj. Je vais la changer et je vais mettre à sa place bj. C'est un réel également bj. Et pour la seconde borne, également bj plus 1. Voilà. Pour éviter la confusion de dire que uniquement les observations sont les bornes de classe. Les observations sont intégrées à l'intérieur de chacune de ces classes. On n'a qu'à classe. D'accord? Et bj, ce sont des réels, bien sûr. Alors, la deuxième précision concerne le calcul de la médiane. Si vous vous rappelez, quand j'ai présenté la médiane, je n'ai pas présenté la méthodologie de calcul de la médiane. En fait, le calcul de la médiane, c'est le même cheminement que celui du calcul de la médiane. Et on va essayer, à travers un exemple qu'on va voir dans une troisième partie, dans une troisième vidéo concernant les indicateurs de concentration, comment on va calculer la médiane. Mais je le répète, c'est le même principe que pour le calcul de la médiane, sauf qu'ici on a des masses cumulées au lieu des effectifs cumulés. Ces précisions étant faites, passons maintenant à la courbe de Lorentz. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pris ici une explication, une définition de la courbe de Lorentz que j'ai tirée de Wikipédia. Donc, dans cette définition, la courbe de Lorentz est la représentation graphique de la fonction qui, à la part de x détenteur d'une part d'une grandeur, associe la part y de la grandeur détenue. Elle a été développée par Max Lorenz en vue d'une représentation graphique des inégalités de revenus. C'est un statisticien américain qui l'a présenté, je pense, au début du XXe siècle. Vous voyez qu'à l'origine, cette représentation était destinée à relever les inégalités de revenus dans une population d'un pays. Donc, si à la base, cette représentation graphique était destinée pour dégager les inégalités de revenus entre différents membres d'une population, aujourd'hui, dans les analyses statistiques, cette représentation graphique est également utilisée pour analyser différentes répartitions d'une variable au sein d'une population d'unités statistiques quelconque. Par exemple, on peut trouver des répartitions de salaires d'employés dans une entreprise. On utilise là aussi une représentation graphique de Lorentz. On peut l'utiliser également pour relever les inégalités de répartition de l'épargne des ménages pour un pays donné. On peut également trouver l'utilisation de la courbe de Lorentz pour apprécier la répartition des superficies agricoles et bien d'autres exemples, à la condition que la variable d'étude soit une variable positive, continue, et que surtout le produit entre l'effectif et la variable ait un sens. C'est ce qu'on a présenté comme masse. Le produit entre NJ et le centre de classe ait un sens. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce graphique? C'est que son objectif premier, principal,
faut pas l'oublier, de la courbe de Lorentz. C'est de dégager les inégalités de distribution, de relever les inégalités de distribution ou de répartition d'une variable. Cette variable doit être positive, continue, entre les unités statistiques. Positive, continue, entre les unités statistiques d'une population, et surtout que le produit entre la variable et l'effectif ait un sens. D'ailleurs, on va le voir dans la construction de cette courbe qu'on met en jeu, d'une part, en abscisse les effectifs absolus, le cumul des effectifs absolus, et en ordonnée, on a ce qu'on appelle la masse cumulée. Donc, pour construire une courbe de Lorentz, on place en abscisse le pourcentage cumulé des effectifs de la population, ou bien également, au lieu de pourcentage, on peut prendre uniquement les proportions qui sont comprises entre 0 et 1. C'est la même chose. Et en ordonnée, on place les pourcentages de ce qu'on a présenté comme masse, le pourcentage. Et également là, on peut, au lieu de pourcentage, on peut se limiter aux proportions qui sont comprises entre 0 et 1, c'est la même chose, cumulé de la masse, c'est-à-dire le produit entre les effectifs et la variable. Ce que l'on a noté à notre niveau MJ. D'accord? Et pour les effectifs, on les avait notés que les effectifs cumulés, c'est les FJ. Voilà. Ainsi, quand on est devant une courbe de Lorentz, il faut savoir comment la lire et en tirer les renseignements qu'elle détient. Essayons maintenant de faire connaissance avec ce graphique pour mieux interpréter ces résultats. Donc on va essayer de le faire, mais à travers un exemple. On va essayer de construire par étapes la courbe de Lorentz à travers cet exemple. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est un exemple fictif, bien sûr. Exemple pour construire une courbe de Lorentz. Donc c'est un exemple fictif qu'on va prendre. Pour la variable, c'est la variable revenu, donc répartition du revenu dans une population donnée. Voilà, dans le petit tableau. On va se limiter dans ce tableau à présenter uniquement les deux colonnes qui concernent le graphique, à savoir les effectifs cumulés et le cumul des masses, des produits effectifs revenus. Voilà le tableau des données à partir duquel on va essayer de construire le graphique. En première colonne, on a la classe de revenus. C'est en 1000 unités monétaires, en milliers, 25 à 35, 35 à 45, etc. Donc, cette classe est donnée uniquement pour illustration et pour surtout montrer que la variable d'étude, qui est ici les revenus, sont classés par ordre croissant. Par contre, ce que l'on va utiliser au niveau du tableau, enfin au niveau du graphique, pardon, c'est surtout les deux colonnes, celle de l'effectif cumulé, FJ, et les effectifs du cumul de la masse. D'accord? Commençons par construire le graphique. Donc voilà le graphique orthonormé en face. Donc on a en abscisse les effectifs cumulés, et en ordonnée, on a les masses de revenus également ordonnées. Donc ce sont des effectifs, il ne faut pas l'oublier, ce sont des effectifs cumulés. Ainsi, au niveau de l'axe des abscisses, on peut lire les différents pourcentages comme suit. Par exemple, on a 20% des effectifs cumulés, 20% du total des effectifs cumulés ont un revenu inférieur à 35 et 40%
de l'effectif cumulé ont un revenu inférieur à 45, pas uniquement entre 35 et 45, mais inférieur à 45 000 unités monétaires. 60% de l'effectif cumulé ont un revenu inférieur à 55 000 unités monétaires, et ainsi de suite, jusqu'à 100% qui ont l'ensemble du revenu, c'est normal. Idem pour le cumul des masses. On a par exemple 5% du volume total du revenu distribué au sein de cette population est détenu par la classe qui correspond de 25 à 35 000 unités. 10% du total du revenu distribué au sein de ce pays sont détenus par les individus appartenant à une classe de revenus inférieure à 45 000 unités. 20% du volume total est détenu par les individus qui ont un revenu inférieur à 55 000 unités monétaires, etc. Maintenant, essayons de poser au niveau du graphique les points. Au niveau du premier pourcentage FJ, on a pour 20%, les 20% par exemple, pour les 20% détiennent 5% du volume du revenu distribué. Donc, si on met par exemple ici à ce niveau 5%, donc voilà le premier point. Le deuxième point, 40% détiennent 10%, à peu près ici. Troisième point, 60% des effectifs détiennent 20% du volume des revenus distribués. C'est à peu près à ce niveau. Et 80% détiennent uniquement 40%. Déjà au niveau du tableau, on voit l'inégalité de la répartition. Donc 80% détiennent à peu près, si on se met à ce niveau, 40% du revenu. Et 100% détiennent bien sûr le reste. Et là, donc voilà le dernier point. Donc on peut les relier ces points par des segments. On va faire une autre couleur. Premier segment, deuxième segment, troisième segment, deuxième segment et cinquième segment. On obtient ce que l'on appelle la courbe de Lorentz. Maintenant, comment la lire? Par exemple, on a 20% de l'effectif total détiennent, comme je l'ai dit, 5% du volume. 40% détiennent 10% du revenu. 60% détiennent 20% du revenu total. 80% détiennent 40%. Et 100% détiennent les 100% restants, bien sûr. Maintenant, on voit que ici, on va au niveau de l'axe des abscisses, on va de la classe à revenu aisé, à revenu modeste, pardon, à partir d'ici, classe modeste, en allant vers les classes les plus aisées, à revenu élevé. On peut lire le graphique comme suit. 20% détiennent 5% du revenu, etc. Mais également, on peut le lire de sens inverse, du haut plutôt vers le bas. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, ici voir que 10%, 20%, pardon, 20% ici, des classes les plus aisées détiennent combien? Ils détiennent jusqu'à 60% du revenu total. Donc, on voit un peu comment le graphique fait ressortir l'inégalité de la distribution. Donc, on peut le lire en allant de la classe modeste vers la classe aisée, mais également en allant au sens inverse de la classe aisée vers les classes modestes. Comme ce que j'ai fait maintenant, j'ai vu que 20% des classes aisées détiennent plus de 60% du revenu total. Il y a également un autre élément du graphique qui est important et qui est la droite, ce qu'on appelle la droite d'équirépartition. Elle va de 0 au point 100. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle représente cette droite d'équirépartition? Cette droite d'équirépartition représente la situation idéale, c'est-à-dire que l'ensemble des individus ont le même revenu, c'est-à-dire 1% de la population détient 1% du revenu, 2% détient 2%,
etc. Jusqu'à 50% détiennent 50% du revenu. C'est-à-dire tous les individus de cette population détiennent le même revenu, un revenu égal. Et vous voyez que c'est une situation idéale. C'est pour ça maintenant qu'on la compare, cette situation, par rapport à la courbe de Lorenz. Tant que la courbe de Lorenz qu'on a ici en bleu est loin de cette droite, cela sous-entend qu'il y a une forte répartition de plus en plus inégale. Et si cette courbe, bien sûr, se confond avec la droite d'équirépartition, c'est-à-dire qu'on est dans la situation irréelle où le salaire est le même pour tous les individus de cette population. On peut aussi également penser à une autre situation extrême qui est réaliste, c'est-à-dire qu'on peut se dire que 99% de cette population n'ont aucun revenu et 1% à l'ensemble du revenu, c'est-à-dire qu'il regroupe tout le revenu à lui tout seul. C'est-à-dire que graphiquement, cela apparaît comme suit. Jusqu'à 99%, ils n'ont aucun revenu. C'est nul, 0% de revenus. Par contre, le 1% restant, donc voilà un peu ce que peut être une courbe de Lorenz dans le cas extrême où uniquement 1% de la population des individus détiennent l'ensemble du revenu, tandis que les 99% n'ont aucun revenu. Ce sont des situations extrêmes, aussi bien pour l'équirépartition que pour la situation d'inégalité extrême. Donc, voilà un peu les deux formes de courbes qui se situe la courbe de Lorenz. Si elle est proche d'une droite d'équirépartition, on pourra dire que cette population, la distribution est plus ou moins égalitaire. Si elle s'éloigne de cette droite, ça veut dire que l'inégalité du revenu est très présente, très significative au sein de cette population. Donc ça, c'est la courbe de Lorenz qui est en bleu. Et ça, c'est le cas extrême d'inégalité de répartition. Et bien sûr, la droite en rouge, c'est la droite d'équirépartition. Je voudrais préciser, revenir un peu en arrière concernant la médiane et la médiane, si vous le permettez. On avait essayé de justifier pourquoi la médiane était toujours supérieure à la médiane. Au niveau de ce graphique, on va le voir plus clairement. Maintenant, la médiane, elle correspond à quoi la médiane? Elle divise l'effectif en deux parties égales. Où sont les effectifs cumulés? C'est au niveau de l'axe des abscisses, d'accord? C'est ici la médiane, d'accord? Alors, si effectivement la médiane correspond à la valeur qui coupe la population en deux parties égales et que cette même valeur détient les 50% de la masse globale de revenus, ça veut dire qu'effectivement la médiane va se situer où? Sur la droite. D'accord? Et cette droite, elle va vers quelle ordonnée? Vers les 50%. Et là, on a la valeur pour laquelle la masse globale est partie en deux parties égales. C'est ici. Donc, on voit bien que pour que la médiane soit égale à la médiane, elle doit vraiment correspondre à une situation parfaite. Et c'est là où on peut avoir la médiane égalise la médiane. À part cette situation, impossible. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de la courbe de Lorenz, les 50%, la médiane ici, hein, la valeur médiane qui coupe l'effectif en deux parties égales ne détient qu'à peu près aux environs de 10% de la masse globale venue distribuée. D'accord? Cette question d'égalité entre la médiane et la médiane peut pousser à se poser une autre question, à savoir pourquoi il n'y a pas de point au niveau de ce graphique qui se situe au-dessus de la droite d'équirépartition. Pourquoi, par exemple, on n'a pas ce genre de point ici, un point ici, un point ici, un point ici,
qui appartiennent bien sûr à la courbe de Lorenz, hein. Ou la courbe de Lorenz se limite uniquement à se situer au-dessous de la droite de répartition. C'est tout simplement, je pense, un effet de construction. Pourquoi? Parce qu'au départ, la courbe de Lorenz, elle est construite comment? En partant des effectifs cumulés. Or, ces effectifs cumulés, ils sous-entendent qu'il y a un rangement de la variable étudiée, ici le revenu par exemple, qui est ordonné d'une manière croissante. On va du plus petit revenu jusqu'au plus grand. Voilà un peu une réponse à cette question. Maintenant, essayons par le biais d'un exemple chiffré de voir pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de point au-dessus la droite d'équirépartition. Maintenant, donnons les données qu'on a retenues pour expliquer, pour répondre à cette question. Voilà ce que j'ai pris comme. Ce sont des données très simples, enfin, pour illustrer notre, notre exemple. Bon, on a pris un point ayant comme coordonnée 20% comme effectif cumulé et 40% pour l'effectif, enfin le cumul de la masse des revenus. Donc on va le situer déjà au niveau du graphe pour montrer qu'il se situe bien au-dessus de cette fameuse droite d'équirépartition. Donc on va prendre notre couleur. Voilà, 20% c'est ici et 40% c'est là. Voilà, on va placer le point A qui correspond à ces coordonnées. Voilà notre point A et on voit bien qu'il se situe au-dessus de la fameuse droite d'équirépartition. Maintenant, mais entrons par les chiffres, enfin pourquoi ce point ne peut pas exister. Les données que j'ai prises, ce sont des données très simples pour illustrer un peu comme je l'ai dit, et pour notre réponse à cette question. J'ai pris 20%, enfin un effectif de population de 100 individus, et également un revenu global de 10 millions d'unités monétaires. Bon, les 20% des 100 individus, ça donne bien sûr 20 individus. Donc, surtout ne pas oublier que j'ai pris les 20%, mais ils appartiennent à la première classe, c'est-à-dire la classe la plus défavorisée en fait, en termes de revenus, de 25 000 à 35 000 unités. C'est cette classe-là. C'est cette classe. Donc, les 20 individus de cette classe ont un revenu inférieur à 35 000 unités monétaires. D'accord? Et comme on a pris 25, les 20 personnes on détiennent plutôt 40% du revenu global. Ça veut dire que les 20 individus détiennent un revenu, une part du revenu global de l'ordre de, on va prendre les 10 millions fois 0,4 fois 40%, c'est-à-dire 4 millions d'unités monétaires. Alors si on répartit, alors chaque individu va prendre combien? Va avoir un revenu de l'ordre de 200 000 unités monétaires. Contradiction parce que bon, ces individus ont un revenu individuel inférieur à 35 000, comme on va le voir au niveau du tableau. Les 20% détiennent un revenu inférieur à 35 000 unités monétaires. Et ainsi, on voit qu'à la base, en donnant à cette tranche classe du revenu qui est la plus basse, en leur donnant une proportion plus grande de revenus qui ne leur revient à l'origine, qui est de 5%, on aboutit à un revenu qui est largement supérieur à celui qui leur est dû à la base. Bon, voilà, je pense qu'on a terminé au niveau de cette vidéo. La prochaine vidéo, on va la consacrer à l'indice de Gini, qui découle un peu de ce graphique, de cette courbe de Lorenz. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.